Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la deuxième édition du podcast Le Long des Bandes. Mon nom est Damien Larivière, je suis avec mon collaborateur Léo Anctil. Bonjour. Et aujourd'hui, une autre édition bien remplie qui vous attend. Au début, on se lance avec les succès récents des Canadiens de Montréal qui continuent d'aligner les victoires et aussi plusieurs nouvelles de leur côté. Par la suite, on va tenter de déceler les véritables aspirants à la Coupe Stanley de la Ligue nationale et les équipes qui ne sont que de simples prétendantes. Par la suite, notre top 10 des espoirs pour le repêchage 2026 de la Ligue nationale de hockey, notre fameux segment des prédictions de la NFL qui, ma foi, a plutôt mal débuté avec le Thanksgiving américain. Et on termine ça avec notre repêchage des joueurs de 35 ans et plus. Donc Léo, tu voulais nous lancer avec les Canadiens de Montréal. Ouais, on va commencer par parler de la victoire d'hier face à Vegas. Oui, monsieur. Ça fait 3 victoires de suite, 3 victoires contre des assez bonnes équipes, si on compte les Maple Leafs comme une bonne équipe. On en parlait récemment avec les Canadiens. Il y avait un assez bon début de saison, mais pas de victoire convaincante, pas de victoire contre... Des équipes aspirantes. Mais ça s'est fait de façon héroïque quand même assez souvent. On a vaincu, par exemple, le Kraken de Seattle en prolongation, la fameuse victoire héroïque contre Nashville dans les dernières secondes du match. Il semblait que c'était un peu, pas magique, mais c'était pas nécessairement convaincant non plus. Oui, t'as raison. Mais là, une autre chose dont je voulais parler, c'est la signature de Matheson. Oui, bien sûr. 5 ans, 6 millions, t'en penses quoi, cette signature-là? Ben, de mon côté, je l'aime beaucoup, cette signature-là, parce que tu maintiens un joueur qui, clairement, appartient à ton groupe de leadership et qui, rappelons-le, vient de Montréal à l'origine. Donc, je pense vraiment qu'il apprécie son temps à Montréal. Et maintenant que l'équipe fait partie, comment je pourrais dire, de la upper class de la Ligue nationale de hockey, qu'on a des chances envers les séries, les joueurs ont de l'intérêt à rester à Montréal et à prendre des contrats peut-être à prix réduit un peu, parce que sur le marché des agents libres, Mike Matheson aurait probablement obtenu 7 ou 8 millions. Donc, de le maintenir à 6, je trouve ça idéal. Peut-être que les 2 dernières années vont être un petit peu moins avantageuses pour le Canadien avec l'âge avancé de Mike Matheson, mais d'ici là, je pense que c'est un excellent contrat. Ouais, il disait lui-même qu'il aurait probablement pu récolter plus s'il avait été transféré dans une autre équipe, mais il voulait rester avec ce noyau-là. Justement, le noyau des Canadiens en défense est sous contrat jusqu'au moins 2030. Non, c'est ça, le top 4 est vraiment établi déjà. Dobson, Hudson, Goulet ainsi que Matheson. C'est du génie de Hughes, là. Moi j'appelle ça de même. Kent Hughes, il fait vraiment sa job. Puis, j'ai hâte de voir ce qui arrive dans le futur pour nos Canadiens de Montréal. Ben, si on avait vu Mike Matheson partir sur le marché des agents libres, je crois qu'il y aurait vraiment eu beaucoup d'attention qui aurait été amenée à son nom, parce que c'est un défenseur qui est très habile, notamment pour bouger la rondelle en avantage numérique, peut-être une deuxième unité. J'aurais vu des équipes comme les Rangers de New York ou justement les Leafs de Toronto saliver pour un Mike Matheson. Donc je crois que c'est une bonne chose qu'on le garde à Montréal. Et il va être un leader pour une équipe qui devient de plus en plus compétitive. Justement, hier, très belle performance avec la victoire de 4-1. Les jeunes qui continuent de performer. Caulfield, Bolduc qui après un creux de vague semble tranquillement reprendre son rythme. Et Samuel Montembeault, quelle performance hier. Oui, ça c'est sûr. C'était un but malchanceux qu'il a eu. Là. Il aurait pu avoir un blanchissage, mais c'est une belle victoire de sa part. Il va se remettre sur la voie. Il se remet sur pied. Là, puis il commence à accumuler les victoires. Puis c'est 3 bonnes victoires du Canadien. Oui, parce que, rappelons-le, à la mi-novembre, le Canadien avait connu une séquence assez difficile, 5 défaites consécutives, dont 2 particulièrement face aux Kings de Los Angeles et les Stars de Dallas, qui avaient été un petit peu plus difficiles. Mais depuis, le Canadien qui reprend du poids de la bête. Et j'ai beaucoup aimé le match d'Alexandre Texier hier aussi, dans son début avec les Canadiens. Oui, il y a une première passe avec le club montréalais. Il a réussi à fournir la rondelle à Jake Evans 2 fois pour une échappée. La première fois, ça a moins bien marché, mais la deuxième fois, ça a mené à un but qui était finalement un but décisif. Puis on en parle, si on revient avec Matheson, il a 31 ans, puis il joue quand même 25 minutes par match sur le premier duo défensif, ainsi que la première unité de désavantage numérique. Fait que c'est une grosse pièce. Ouais, l'an dernier, la critique avait été forte à son égard parce que on disait que son rendement défensif était vraiment moyen, mais il jouait énormément de minutes. Cette saison, sans dire que ça réduit énormément, on le voit dans différents rôles et il a vraiment centré son jeu, peut-être un petit peu moins éclatant à l'offensive, mais il s'est vraiment amélioré sur
la partie défensive de son jeu. Donc, vraiment un défenseur complet, avantageux pour le Canadien et pour les 5 années à venir. Il joue contre les meilleurs attaquants de la Ligue, le premier avantage numérique, les premiers trios. Donc, vraiment une belle pièce qu'on garde. Puis si je voulais aussi parler des nouveaux trios qui ont été changés, on n'a pas eu l'opportunité d'en parler. Mm-hmm. C'est Bolduc sur la première ligne avec Caulfield et Suzuki. Moi, j'adore ça. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Personnellement, j'aime le combo aussi parce que Juraj Slafkovský avait connu un début de saison mi-figue, mi-raisin, pour être honnête. Quand tu joues avec des joueurs aussi efficaces que Suzuki et Caulfield, à mon avis, tu dois te produire un peu plus, surtout à un gabarit de 6 pieds 5, presque 240 livres. Va chercher la rondelle dans le coin. Et Zachary Bolduc, à date, fait ce travail-là à la place de Slafkovský et le Canadien remporte des matchs. Donc, je vois pas pourquoi on le changerait. Ben oui, ça marche bien. Slafkovský sur la deuxième ligne, je le vois comme le noyau de cette ligne-là. Il était avec Caulfield et Suzuki. C'était pas le joueur étoile du trio. Puis maintenant, si on met à part Demidov, c'est Slafkovský qui va faire les points sur ce trio-là. Ouais, les deux ensemble font justement un beau duo. Ivan Demidov qui peut te servir des passes sur un plateau d'argent assez facilement. Ouais. Donc, je pense qu'on pourrait voir des flamèches de ce côté-là. Et pour conclure sur le segment du Canadien, est-ce que tu avais d'autres choses sur les trios? Non. Parfait. Donc, pour conclure avec le segment du Canadien, l'espoir des séries qui est de retour. On s'était un peu inquiété après 5 défaites consécutives, mais là, 3 victoires à l'opposé. Le Canadien qui tranquillement reprend sa place dans les sommets de la division Atlantique. Ouais, ils sont rendus 3e. En effet. Donc, j'ai bien hâte de voir qui qu'on pourrait avoir comme adversaire, puisque la division Atlantique, pour l'instant, est vraiment serrée. Ouais. Autant on pourrait affronter des Red Wings de Détroit comme des Lightning de Tampa Bay du côté du Canadien de Montréal. Donc, ce serait intéressant à suivre. Mais l'espoir envire les rues de Montréal. Ouais, c'est sûr. Donc, c'était notre segment des Canadiens de Montréal. Et là, on parlait justement d'aspirants prétendants, des chances à la Coupe Stanley. On va tenter, cette fois-ci, de déceler certaines équipes. On en a identifié 6 qui connaissent plutôt des bons débuts de saison. Et on va tenter de voir si leurs chances à la Coupe Stanley sont vraiment réelles. Donc, en premier lieu, on avait noté une des meilleures équipes canadiennes cette saison en les Sénateurs d'Ottawa. Et toi, personnellement, Léo, est-ce que tu les vois plus comme des aspirants ou des prétendants? Pour cette année, je les vois comme des prétendants. Ouais. Intéressant. Ils ont vraiment... ils ont toute une équipe. Ils ont quand même quelques jeunes. Dylan Cousins, 24 ans. Pinto, 25. Sanderson, 23. Stutzle, surtout 24 ans. Ils ont un futur prometteur, mais je les vois pas arriver à Coupe Stanley cette année, dans mon cas. Personnellement, je les ai mis comme aspirants. Je sais que ça peut paraître surprenant, mais la façon dont cette formation-là a été construite est vraiment bâtie pour les séries. On a un style de jeu physique qui nous permet d'aller chercher des victoires contre différentes équipes. Artem Zub s'est révélé comme l'un des meilleurs défenseurs défensifs de la Ligue nationale grâce à ça. Sinon, les Tyler Clevin, les Nick Jensen, c'est des joueurs qui sont très efficaces dans ce style-là. Et évidemment, on a Brady Tkachuk, qui est un joueur très efficace à l'attaque, mais aussi un attaquant de puissance comme on les aime, en mesure de chercher beaucoup de robustesse. Et comme tu le mentionnais, de jeunes joueurs qui sont assez éclatants. Tim Stutzle à l'attaque qui continue de produire. Sinon, le top 9 s'est révélé être efficace cette année. David Perron et Claude Giroux qui ont rebondi peu à peu. Et je pense qu'on pourrait donner du fil à retordre à certaines équipes en série. On l'avait fait contre les Leafs l'an dernier. Et je crois qu'on peut répliquer, surtout si nos gardiens de but remontent la pente avec Linus Ullmark et Leevi Meriläinen qui connaissent des difficultés jusqu'à présent. Donc, j'avais les Sens comme aspirants. Ouais, tu le mentionnais, les gardiens. En ce moment, les Sénateurs sont 27e dans la Ligue pour le pourcentage d'arrêt. Fait que s'ils veulent, dans ton cas, être des aspirants, il faudrait qu'ils remontent cette pente-là. Puis disons qu'on s'attendait à mieux de Linus Ullmark, qui a été l'un des comment je pourrais dire, les gardiens les plus constants de la Ligue nationale de hockey en saison régulière, avec les dernières saisons, même à Buffalo, honnêtement, sauvait parfois les meubles. Donc, on s'attend à plus de sa part, et je vois les Sénateurs faire un petit bout de chemin en série cette année. Donc, on avait noté comme deuxième équipe le Wild du Minnesota qui remonte la pente tranquillement avec 14 victoires, 7 défaites en régulier et 4 défaites en temps supplémentaire. Personnellement, je les voyais plutôt comme des prétendants. Et pour être honnête, leur duo de gardiens est sensationnel. Philippe Gustafsson, en début de saison, avait signé une prolongation de contrat de 5 ans que j'appréciais beaucoup. Et Jesper Wallstedt comme recrue qui s'est vraiment mis en scène. Déjà plusieurs blanchissages à son compteur.
profondeur. Et défensivement, on a le monstre à 3 têtes avec Brock Faber, Jared Spurgeon et Jonas Brodin. Donc, la défensive qui demeure solide, surtout avec Zeev Bouillem qui se développe. À l'attaque, là est le problème pour moi. On a un talent exceptionnel en Kirill Kaprizov et un joueur qui l'est pas nécessairement tout autant, mais qui produit beaucoup à ses côtés en Matthew Boldy. Pour moi, le problème est au niveau de la profondeur. On n'a pas de véritable premier centre. Pour l'instant, c'est Joel Erikssonek qui campe ce rôle-là. Selon moi, n'a pas les aptitudes pour le faire. Et même si on a des Matt Zuccarello, des Marcus Johansson, en série, c'est des joueurs de finesse et les 3e et 4e trios ne répondent pas aux attentes en termes de production offensive. Au moment où Kirill Kaprizov arrête de fonctionner, l'équipe du Wild suit la tendance. Ça a paru l'an dernier contre les Golden Knights et je crois pas qu'on soit magiquement amélioré. Donc je les vois comme des prétendants. Ouais, ben, je suis amplement d'accord avec toi. Wallstead, toi tu le prononces mieux, mais... Wallstead, ben, tu sais, il va finir par perdre à un moment donné. Il est à quoi, 8 ou 9 victoires en autant de matchs, c'est... Ouais, il est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qu'il fait en ce moment, mais c'est comme un peu d'Aubèche en début de saison. Tu sais, c'est pas... ça va pas durer toute l'année, puis il y a vraiment beaucoup de difficultés comme tu le dis, en profondeur. C'est pas Erikssonek qui va amener ce premier trio-là et cette équipe-là à lever la Coupe Stanley cette année. Pour faire un bout de chemin avec Jesper Wallstedt, les Oilers d'Edmonton qui ont un duo de gardiens en Stuart Skinner et Calvin Pickard qui connaît des difficultés, disons, doivent regretter d'avoir échangé leur choix. Eux qui ont repêché Xavier Bourgault qui n'appartient même plus à l'organisation, tandis que tu as peut-être un gardien de franchise en Jesper Wallstedt. Les Oilers doivent perdre certaines heures de sommeil à y repenser. Donc, on avait noté une autre équipe de l'Ouest en les Ducks d'Anaheim, plutôt 15 victoires à la régulière. Non, pardonnez-moi. 15 victoires, 8 défaites à la régulière et une défaite en temps supplémentaire. On l'a eu. Donc, Léo, les vois-tu plus comme des aspirants ou des prétendants? Écoute, ça je me suis déchiré là-dessus, mais en ce moment, je les vois comme des prétendants. Oh, OK. Par contre, s'ils continuent à jouer comme ils jouent en ce moment pour le reste de la saison, et s'ils continuent à jouer évidemment comme ça dans les séries, puis ils finissent premiers dans leur division, peu importe, oui, on peut les voir comme des aspirants, mais je les ai notés comme des prétendants tout simplement parce qu'ils ont presque aucune... pas presque aucune, mais ils n'ont pas grande expérience dans les séries éliminatoires avec un noyau jeune. Mais par contre, t'as des joueurs comme Leo Carlson et Cote Gauthier, puis même Terry qui ont chacun 26, 28, 30 points. C'est toute une équipe qui joue exceptionnellement en ce moment. Puis, par contre, je les vois pas arriver jusqu'à non seulement la finale de la Coupe Stanley et aussi la remporter. Il y a plusieurs de tes points avec lesquels je suis d'accord. Personnellement, je les ai tout de même notés comme des aspirants et ça ressemble un peu au style des Sénateurs d'Ottawa parce que le directeur général Pat Verbeek a vraiment monté son équipe pour qu'elle soit de format série. On a plusieurs joueurs qui sont déjà énormes physiquement, si je peux le dire comme ça, et qui ont beaucoup de robustesse. Leo Carlson, 6 pieds 3, Cote Gauthier, 6 pieds 3, et il n'a pas peur d'aller travailler dans les coins. Sinon, on a aussi Jacob Trouba, Radko Gudas, et on a maintenant un défenseur numéro 1 en Jackson Lecombe, un gardien numéro 1 en Lukáš Dostal, et le top 9 de l'attaque continue d'être aussi électrique. Leo Carlson qui continue de se révéler au grand jour. Donc, je crois ça sera pas évident pour les Ducks d'Anaheim. S'ils finissent au sommet de la division, je crois tout de même qu'ils devraient remporter leur série de premier tour, à moins qu'on affronte une équipe des Oilers. Alors là, je crois que le rêve se terminerait. Donc, on pourrait avoir un petit bout de chemin fait par les Oilers. C'est sûr que si on affronte des gros canons comme les Stars de Dallas ou l'Avalanche du Colorado, le parcours pourrait se compliquer, mais je crois pas que ce soit impossible du côté d'Anaheim. Ouais, je suis d'accord avec toi. S'ils continuent à performer comme ils font en ce moment, ils ont une chance. C'est une équipe jouant de même. Ils vont toujours avoir une chance s'ils continuent à performer comme ils font en ce moment. Et on avait noté une équipe voisine en les Kings de Los Angeles. Personnellement, je les ai mis comme prétendants. Et oui, ils ont beaucoup plus d'expérience que les autres formations qu'on a nommées jusqu'à présent en série. Il demeure que c'est 4 éliminations consécutives au premier tour face aux Oilers. Et du côté des Kings, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on n'a pas d'attaquants élite vraiment pour hisser notre équipe si on connaît des difficultés, pour aller voler des matchs, comme on le dit. Notre meilleur attaquant du côté des Kings, c'est Adrian Kempe. Et ça lui manquer de respect, c'est pas un
game breaker, comme on le dit si bien. Du côté des Kings d'LA, on était très impliqués dans un échange pour Mikko Rantanen l'an dernier. Personnellement, j'aurais adoré le voir aboutir là-bas. Ça aurait été tout de même une combinaison intéressante avec les attaquants qui sont déjà présents. Mais sinon, on a un noyau intéressant, mais pas assez d'éclat offensif. De plus, on a plusieurs personnalités vieillissantes en Drew Doughty, Anze Kopitar qui va prendre sa retraite à la fin de l'année et Darcy Kemper entre les filets qui n'est pas reconnu comme un modèle de constance, disons. Donc, je crois que ce serait assez difficile avec les Kings d'LA, surtout quand on regarde le parcours qui les attend dans l'Ouest. Ouais, je suis d'accord avec toi. Leur conférence, surtout, ils ont les 2 meilleures équipes de la Ligue, les Avalanches du Colorado et les Stars de Dallas. Ouais. Le portrait des séries en ce moment est très, très serré. Ouais. Comme dirait Saint-Louis, il y a beaucoup d'équipes dans le mix en ce moment. Martin Saint-Louis, ouais, oui, sa fameuse phrase. Non, parce que Saint-Louis eux-mêmes sont pas dans le mix. Non, ça c'est sûr que non. Comme dirait le coach des Canadiens. Mais ils ont une bonne défense. Moi aussi, je les ai mis comme prétendants, je l'ai pas dit. Okay. Mais ils ont une bonne défense malgré tout. Ils sont 4e dans la Ligue des buts accordés. Ouais. Les désavantages numériques sont quand même 12e, ce qui est dans le top 50 de la Ligue. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Ils ont un noyau qui vieillit. Puis ils ont de l'expérience dans les séries. Oui, ils ont quelques Coupes Stanley sous leur ceinture. Mais avec la Ligue nationale et surtout la conférence dans laquelle ils sont, je les vois pas sortir de cette conférence-là et gagner. Je suis d'accord avec toi parce qu'il y a certains jeunes joueurs desquels on s'attendait à ce qu'ils prennent d'autres étapes dans leur jeu, comme un Quinton Byfield ou un Brent Clark, sans dire que ces joueurs-là ont été mauvais, ils se sont pas hissés à un autre niveau. Personnellement, l'utilisation de Brent Clark me fascine. On lui donne très très peu de temps de jeu, alors que des joueurs tels Brian Dumoulin et Cody Ceci jouent plus que lui. Ça m'impressionne. Du côté de... Est-ce que c'est encore Jim Miller l'entraîneur? Je suis presque convaincu. Mais voilà, je crois pas que les Kings se feraient un chemin jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Quoique avec Corey Perry dans leur alignement, si on se fie à la tendance des dernières années, ça pourrait arriver. Mais malgré là, s'ils se rendent en finale, je les vois pas gagner de toute façon. Et finalement, non, on avait 2 équipes encore. Ouais. On a les Devils du New Jersey qui sont dans l'association Est après 3 équipes de l'autre côté. Est-ce que tu les voyais comme des aspirants ou des prétendants? Moi, dans mon cas, c'est des aspirants. C'est la meilleure équipe de l'Est avec le Lightning de Tampa Bay. On peut se départager ça, mais ouais, c'est une des meilleures équipes dans la Ligue, là, tout simplement. Je les vois vraiment prendre le dessus si les Panthers font pas de la magie. Oui, c'est vrai. Prendre le dessus sur l'association Est et se rendre aussi loin qu'ils peuvent. C'est l'équipe avec la deuxième équipe avec le plus de victoires dans la Ligue. Ouais. Ils sont présentement 3e dans la Ligue nationale dans le classement. 7e dans l'avantage numérique, 9e dans le désavantage numérique. Un noyau assez jeune, fait que ça va être... Ils vont être bons pour plusieurs années. Tu as Brad, 27 ans, Hughes qui a 24 ans, Luke Hughes qui a 22 ans. Puis tu as même Dawson Mercer qui se perd un chemin cette année, 24 ans. Simon Nemec aussi qui connaît une assez bonne saison. Oui. Puis ils ont aussi des assez bons gardiens avec de l'expérience, si on parle de série. Jacob Markstrom et surtout Jake Allen. Oui, lui, il connaît une superbe saison. Oui, surtout. En tant qu'auxiliaire. C'est une excellente équipe all-around, puis je pense qu'ils pourraient se gagner une Coupe Stanley. Je suis d'accord avec toi, je les vois comme aspirants. Il y a une formation de la conférence Est que tu n'as pas mentionnée qui, je pense, pourrait leur donner du fil à retordre. C'est les Hurricanes de la Caroline. Ouais, ils se sont rencontrés assez régulièrement en série ces dernières années et la conclusion a souvent été la même. Mais tu le mentionnais, c'est une jeune équipe qui continue de s'améliorer. Par contre, avec la blessure à Jack Hughes, on a connu des temps un peu chaotiques, mais on semble se remettre sur la bonne voie. S'il est en santé en série, ce sera un joueur d'élite. Déjà l'un des meilleurs en transition dans la Ligue nationale. Forme un super duo avec Jesper Bratt, mais sinon, on se complète bien avec Nico Hischier et Timo Meier. Je crois tout de même qu'on va tenter d'aller chercher un peu de profondeur à la date limite des transactions parce que nos 3e et 4e trios laissent un peu à désirer en termes de production offensive. Ce qui me séduit chez les Devils, c'est la brigade défensive parce qu'on a un profil offensif qui se combine tout le temps à un profil plus défensif qui forme des paires assez uniques, notamment Jonas Siegenthaler défensif avec Dougie Hamilton offensif.
Luke Hughes et Brett Pesci, même combinaison, et on complète ça avec Brandon Dillon et Simon Nemec, que tu le mentionnais, est en train de se révéler au grand jour. Donc, au final, très bonne brigade. Et Jakob Markstrom demeure un gardien top 15 dans la Ligue nationale, à mon avis. Donc, malgré que ce ne sera pas évident pour les Devils, si on se bute à des équipes comme les Canes ou les Panthers que tu mentionnais, les chances que cette équipe-là remporte la Coupe Stanley sont bien vivantes. Et pour conclure, on avait le Utah Mammoth, qui a un nouveau nom depuis cette année. 12 victoires, 10 défaites à la régulière et 3 en temps supplémentaire. J'ai de la difficulté avec mes fiches aujourd'hui, il semble, mais personnellement, je les vois comme des prétendants. Et je crois que c'est normal, du moins j'ai hâte d'entendre ton opinion là-dessus, mais cette équipe-là en est vraiment à une toute première saison où on la voit être compétitive et l'équipe est vraiment basée sur la vitesse et le jeu en transition, avec des joueurs comme Logan Cooley, Dylan Gunther, JJ Peterka, et malgré que ce style de jeu-là soit très efficace en saison régulière, ça prend un certain moment à l'établir efficacement en série, et je crois que cette équipe-là va avoir besoin d'une petite leçon. Soyons honnêtes, je les vois se tailler une place en tant qu'équipe repêchée, et si on affronte un wagon, tout simplement, comme l'Avalanche du Colorado ou les Stars de Dallas, je crois que cette série-là va se terminer assez rapidement, mais on ira chercher de l'expérience à ce moment-là. De plus, le duo de gardiens ne me convainc pas avec Utah, Karel Vejmelka qui ne performe tout simplement pas au niveau qu'on s'attendait cette saison, donc je les ai plus comme prétendants. Je les vois vraiment pas gagner une Coupe Stanley cette saison. Ouais, c'est pareil avec moi, là. Je les vois vraiment pas gagner cette année. C'est comme, dans mon cas, c'est les Canadiens de l'Ouest, on le mentionne souvent. Ça fait que, moi, dans mon cas, les Canadiens, c'est pas leur année, donc le Mammouth non plus. Ils ont un noyau jeune avec moins d'expérience que je le nomme encore, mais les Canadiens. Ouais. Dans les séries, il y a quelques joueurs qui sont nouveaux à cette équipe-là puis qui ont pas joué beaucoup de matchs. L'équipe n'a pas joué beaucoup de matchs ensemble, tout simplement, oui, mais ouais, exact. Ils ont un bon coach malgré tout, André Tourigny qui même dans les creux de vague a réussi à leur en sortir plusieurs fois. Ouais. Fait que je les vois avoir un bon futur, mais non, cette année c'est vraiment pas leur année, puis surtout qu'ils sont en milieu de classement en ce moment. C'est pas leur année. Non, c'est ça, je suis amplement d'accord avec toi. Je crois que dans le futur, on pourra en parler, surtout avec les joueurs qui ont repêché Dimitri Simachev à la défensive, qui est un joueur immense, Daniel Boot qui suit la même tendance, mais ces joueurs-là sont pas encore établis comme des éléments cruciaux dans la Ligue nationale de hockey, donc ce sera à suivre au cours des prochaines années, mais pour l'instant, le profil de série est tout simplement pas là à mon avis, et on devrait avoir toute qu'une opposition au premier tour, donc je crois que Utah devra attendre une année de plus au minimum pour remporter la Coupe Stanley. Va être le fun à regarder, pareil. Ah oui, c'est ça, la ligne Peterka, Cooley, Gunther, c'est magique. Hier, j'écoutais le match Stars contre Utah, justement, et ce trio-là qui continue de faire des flamèches. Donc, c'est ce qui vient conclure notre segment aspirant-prétendant. N'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous êtes d'accord avec nos prédictions, parce qu'il y en a certaines qui étaient quand même assez échevelées, surtout de mon côté. Ducks, Coupe Stanley, est-ce que c'est vraiment une possibilité? Mais on le verra bien. Maintenant, on va passer à notre segment du top 10 des espoirs de la Ligue nationale de hockey. Et sans me qualifier de recruteur ou quoi que ce soit, c'est ma spécialité quand même. J'aime beaucoup suivre les jeunes talents qui vont bientôt se greffer à la Ligue nationale de hockey. Et j'ai tenté de dresser un top 10 pour l'instant. C'est seulement mon top 10 des espoirs eux-mêmes et non des équipes qui vont venir les repêcher. Donc, en 10e place, on commence avec du talent local, le défenseur Xavier Villeneuve de l'Armada de Blainville-Boisbriand. 27 points en 23 matchs déjà à son compteur. Un profil de défenseur offensif élite. Il y a déjà plusieurs comparaisons qui sont dressées avec Lane Hutson et il mérite chacune d'entre elles. C'est un catalyseur en avantage numérique. On lui reproche certaines parcelles de son jeu défensif, mais il travaille fort là-dessus. On le voit match après match, continue de s'améliorer. Et malgré qu'il fasse 157 livres, dans une LNH qui continue de se moderniser à l'offensive, je crois pas que ce soit un problème, surtout avec une mobilité aussi avancée. Donc Xavier Villeneuve qui m'a séduit comme prospect jusqu'à présent. Ouais, je l'ai déjà vu, moi, jouer avec l'Armada l'an passé dans les séries. Ouais. Il ressemble beaucoup à Lane Hutson. C'est un joueur offensif, comme tu l'as dit, avec quelques créances défensives. Mais oui, c'est un bon choix. Je suis d'accord qu'il pourrait, s'il réussit à s'épanouir comme
comme Lane l'a fait avec les Canadiens, ça pourrait être un défenseur de premier plan pour une équipe. Mais je crois qu'il pourrait faire saliver certaines équipes qui ont besoin de défenseurs avec de la mobilité, qui peuvent déplacer la rondelle, justement. Je mentionnais les Leafs de Toronto un petit peu plus tôt qui en ont besoin. Morgan Riley, qui n'est plus nécessairement ce joueur-là au moment où on parle. Je vais me racler la gorge. Sinon, une équipe comme les Penguins de Pittsburgh pourrait y songer aussi. Surtout dans le range, ou plutôt la catégorie du 10e choix, je crois qu'on pourrait voir des équipes comme les Penguins ou les Rangers de New York qui seraient vraiment intéressés à s'en saisir. En 9e place, j'avais un joueur qui était plus haut sur ma liste au début de la saison et qui continue de glisser au sein de mes classements, Ryan Rubrick des Ice Dogs de Niagara, qui est un joueur immense. On lui a dressé un portrait d'attaquant de puissance à 6 pieds 4, 215, mais c'est pas vraiment son style de jeu. Le long des bandes, sans faire de mauvais jeu de mots avec le nom de notre podcast, on le voit souvent perdre ses batailles à 1 contre 1, et malgré qu'il possède des habiletés offensives évidentes, c'est déjà un très bon sniper, ou plutôt un franc-tireur, sa production n'a pas été au niveau attendu cette saison, donc son engagement laisse un peu à désirer, et malgré ses habiletés offensives, n'a pas nécessairement été au niveau qu'on l'aurait attendu cette année. Donc Ryan Rubrick qui glisse un peu, mais qui demeure un talent d'élite, surtout avec son format, rappelle certains francs-tireurs qu'on a vus ces dernières années. 87 points en 64 matchs l'an passé. En ce moment, il est à 25 points en 23 matchs. Fait que je comprends que tu peux le voir glisser puis ralentir. Sa progression peut ralentir un peu cette année. Oui, personnellement, il me rappelait un peu Jason Robertson avec une implication moins grande. J'ai hâte de voir s'il est en mesure d'améliorer ce style-là de son jeu. Demeure l'un des joueurs les plus vieux du repêchage aussi, ce qui parfois éloigne certaines équipes, mais je l'ai tout de même en 9e place parce que, oui, son talent offensif est évident. J'ai hâte de voir où sa course se termine cette saison et s'il peut reprendre du poids de la bête. En 8e place, j'avais un joueur qui personnellement est un favori de mon côté, le défenseur finlandais Juho Pipparinen, qui joue pour le club Tappara Tampere en Finlande, et c'est un profil assez intéressant. Le modèle du défenseur complet qu'on retrouve aujourd'hui est surtout reconnu pour ses prouesses défensives et la robustesse de son jeu, mais il demeure que c'est un défenseur qui a une très belle mobilité, très rapide et n'hésite pas à se joindre au jeu en transition de son côté en Finlande. Je crois qu'on pourrait l'observer comme un défenseur de deuxième paire ou peut-être même de première paire sans être un numéro 1 qui est très complet et qui peut rapporter une quarantaine de points sur la table en plus de jouer 22 à 23 minutes par soir. Le genre de défenseur dont toutes les équipes veulent se saisir et c'est pourquoi j'ai Pipparinen en 8e place. Juste en haut de lui, j'ai le défenseur... Non, c'est pas un défenseur. Ethan Belchetz, qui est l'attaquant. J'avais vu mon joueur en 6e place plus tôt. Donc, Ethan Belchetz qui s'aligne avec Windsor dans la Ligue de l'Ontario. 29 points en 24 matchs jusqu'à présent. Et on parlait de gros bonhomme. C'est la définition d'Ethan Belchetz. 6 pieds 5, 226 livres. Et lui, contrairement à Ryan Rubrick, est beaucoup plus engagé le long de la rampe, va aller remporter ses batailles. Et il s'est vraiment développé un style de franc-tireur que je ne lui connaissais pas cette année. En plus d'aller chercher des habiletés de fabricant de jeu assez relevées. Et comme je le disais, il est assez physique. Donc, ça serait peut-être le futur Juraj Slafkovský, si on veut, d'une équipe. Le mix entre Slafkovský et un Brady Tkachuk, si on le souhaite. Et je pense que toute équipe voudrait s'en saisir en 7e place. Personnellement, je crois que son plafond demeure assez limité. Ce ne sera pas un joueur qui va, comment je pourrais dire, conduire un trio par lui-même, mais un joueur certainement intéressant. Juste au-dessus de lui, j'avais Chase Reed, qui s'aligne avec les Greyhounds de Sault Ste. Marie, le défenseur dont je vous parlais. On demeure dans la Ligue de l'Ontario, 28 points en 26 matchs. Et un peu comme Juho Pipparinen, c'est la définition du défenseur moderne. Très habile défensivement et peut amener une certaine robustesse dans son jeu sans que ce soit son pain et son beurre. Mais c'est un excellent passeur avec une bonne vision et un QI hockey qui m'a impressionné cette saison. Assez... comment je pourrais dire, un dynamo en avantage numérique aussi, le modèle du défenseur complet, et il continue de monter dans les classements. Personnellement, je l'avais 14e en début de saison, donc de le voir monter jusqu'en 6e place, assez impressionnant du côté de Chase Reed. 6'2", 187 livres, il y a une bonne... il est bon offensivement, je voulais dire, pour un défenseur, fait que c'est vraiment un joueur qu'une équipe voudrait avoir dans ses rangs.
Ouais, c'est ça. Dans le futur, je le vois peut-être s'établir, pas nécessairement au même niveau, mais avoir un profil semblable à celui d'Alex Pietrangelo dans ses belles années. Un défenseur qui joue énormément de minutes, qui est solide des deux côtés de la rondelle. Donc, j'ai bien hâte de le voir se développer. Pourrait faire saliver beaucoup d'équipes qui sont dans ce coin-là du repêchage. Donc, peut-être des Bruins de Boston, par exemple, pour avoir une deuxième option derrière Charlie McAvoy. Donc, il sera certainement intéressant, pardonnez-moi, de le voir se hisser dans les classements. En 5e place, j'avais un autre défenseur qui, lui, joue dans l'Ouest canadien avec Ryan Lynn, qui a 28 points à son compteur en 25 rencontres jusqu'à présent. Et malgré tout, c'est pas son jeu offensif qui représente son pain et son beurre, c'est ses prouesses dans son propre territoire. Impeccable défensivement avec une équipe très peu relevée des Giants de Vancouver, et il demeure un excellent patineur et a une belle vision aussi pour servir ses coéquipiers sur un plateau d'argent. Me rappelle Adam Fox avec les Rangers de New York. Donc Ryan Lynn, un profil à suivre. Pas nécessairement le défenseur le plus grand à 6 pieds, mais comme je le mentionnais, la Ligue nationale de hockey continue de se moderniser et des joueurs comme Ryan Lynn vont avoir des grandes places dans certaines équipes. Le fit numéro 1, à mon avis, serait avec les Prédateurs de Nashville qui doivent se saisir d'un futur défenseur numéro 1. Ryan Lynn est peut-être la solution. Au-dessus de lui, j'avais Tynan Lawrence. On finit par quitter le junior canadien. Tynan Lawrence qui joue avec Muskegon dans la USHL. Et l'an dernier, à 16 ans, a été le joueur nommé MVP des séries avec Muskegon qui a remporté la Coupe de la USHL. Et cette saison s'est blessé malheureusement, donc a seulement 4 matchs à son compteur. Mais son QI hockey, son jeu en transition continue de m'impressionner match après match. Et il demeure l'un des joueurs les plus jeunes du repêchage, étant né le 3 août, ce qui parfois séduit certaines équipes. Et je crois vraiment qu'on pourrait le voir s'établir comme centre numéro 1 dans le circuit Batman. Là, on arrive dans le top 3 et cet ordre-là continue de changer pour plusieurs personnes. Personnellement, en 3e position, j'y suis allé avec Keaton Veroff, le défenseur qui joue à l'Université du North Dakota, a 8 points à son compteur et il possède un boulet de canon en avantage numérique qui peut se révéler assez foudroyant, peut battre des gardiens directement de la ligne bleue, et Keaton Veroff, sans dire que c'est un modèle de jeu défensif, continue de s'améliorer match après match. Je crois que ce sera un défenseur de première paire dans la Ligue nationale de hockey. Pas nécessairement un numéro 1 en soi, mais comme je le mentionnais avec Chase Reed, va jouer énormément de minutes, déjà très constant dans ses performances à 17 ans, et je crois que plusieurs équipes de la Ligue nationale vont être en amour avec son profil. Pour l'instant, dans le top 3, on retrouve les Blues de Saint-Louis, qui, je pense, adorerait s'en saisir comme défenseur numéro 1. Et là, on arrive en 2e place. J'aimerais savoir, de ton côté, qui t'as en 2e place? Moi, en 2e place, écoute, j'irais avec... J'hésite entre 2 joueurs, mais je pense que je vais donner le dessus sur McKenna, qui va y aller en 2e place. Gavin McKenna en 2e place. Ouais. Eh bien, je pensais pas qu'on serait d'accord là-dessus. Eh bien, pourtant, on y est. Gavin McKenna. L'an dernier, 129 points en 56 matchs dans la Ligue de l'Ouest canadien. Ouais. C'était sans contredit le choix numéro 1, et ce, depuis des années avec sa production. Mais cette année, s'aligne avec Penn State à l'université. Et il demeure un joueur d'élite. Très agile sur ses patins, peut se défaire de sa couverture de toutes les façons. On l'a vu feinter notamment au championnat mondial junior, exceptionnel. Mais son engagement le long des rampes est assez difficile. Son jeu défensif est loin d'être idéal non plus. Donc, si c'est une franchise de la Ligue nationale, oui, tu vas chercher potentiellement ton futur attaquant de franchise. Mais est-ce que tu veux vraiment devoir le faire jouer seulement à l'aile parce qu'il y a des difficultés à l'offensive ou dans un rôle réduit? C'est pas nécessairement le genre de joueur que tu veux aller chercher comme premier choix au total, surtout quand un gars que je vais mentionner dans quelques instants continue de se hisser dans les classements. Je crois que Gavin McKenna a finalement tombé au 2e rang. Ouais, ben c'est quand même, n'importe quelle équipe qui va le repêcher va être content d'avoir un joueur spectaculaire comme lui. C'est un excellent attaquant, mais comme tu le mentionnes, c'est pas toutes les équipes qui vont vouloir un joueur qui peut seulement se hisser à une position. Mais non, écoute, s'il est capable de revenir à sa production qu'il avait l'an passé,
Il pourrait remonter au premier choix dans mon cas. Je sais pas si c'est la même chose pour toi. Ben, c'est énormément serré, honnêtement. Ça a beaucoup varié au fil des dernières semaines. Gavin McKenna, talent offensif, crème de la crème. C'est juste que certains aspects de son jeu sont à peaufiner. S'il y parvient ou que sa production offensive prend un autre bond dans les rangs universitaires, il pourrait très rapidement revenir au premier rang. Ouais. C'est juste que des joueurs qu'on qualifiait même pas de générationnels, comme Macklin Celebrity et Adam Fantilli, avaient de bien meilleures statistiques à leur année de repêchage dans la NCAA, et présentement, Gavin McKenna ne me convainc pas à ce niveau-là, mais c'est surtout à cause du joueur qui s'est hissé à sa place au premier rang, qui continue de m'impressionner match après match, Ivar Stenberg, dans la Ligue élite de Suède, qui joue avec le club de hockey de Frölunda, 21 points en 22 matchs. C'est les meilleures statistiques de tous les temps pour un joueur suédois, ou plutôt dans la Ligue de Suède, dans son année de repêchage. Il y a une semaine, a connu un match de 4 points. Pour plusieurs personnes, c'est hissé au premier rang grâce à cette rencontre-là. Et il continue de séduire les équipes de la Ligue nationale de hockey avec sa vision. Mais malgré qu'il ne soit pas l'un des plus grands joueurs à 5 pieds 10, il est très mature physiquement, protège sa rondelle comme personne et il se ferait un chemin au filet, peu importe la couverture qui lui est appliquée. Va tout simplement créer des choses pour son équipe et personnellement, il s'est hissé comme tout premier choix en 2026. Je suis d'accord avec toi, il coche toutes les cases. C'est un joueur complet que n'importe quelle équipe voudrait et qui pourrait... le classement varie beaucoup en ce moment, mais il pourrait se hisser très bien au premier choix, comme tu le dis. Il pourrait se hisser dans le top 3. Ouais, c'est un bon choix pour n'importe quelle équipe. Et quand on regarde les équipes qui s'affichent justement au bas fond du classement et qui repêcheraient dans les premiers, on a les Flames de Calgary ou les Prédateurs de Nashville, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, qui vont chercher à ajouter du talent d'élite. Parce que ces banques d'espoir-là sont remplies de quantité, mais n'ont pas nécessairement l'espoir déterminant qui va venir changer leur franchise. Et je pense que Ivar Stenberg ou Gavin McKenna seraient ces candidats-là pour ces équipes-là. Donc, c'est ce qui vient compléter notre segment des prospects, si on veut, notre top 10, un peu comme le ferait Bob McKenzie et tous les autres experts. Entendez-nous, ou plutôt, laissez-nous savoir si vous êtes d'accord avec Ivar Stenberg au premier choix, qui détrône Gavin McKenna une bonne fois pour toutes, malgré que ce soit sujet à changer au fil de la saison. Donc, nous y voici maintenant. Un segment qui a été un succès au fil des dernières semaines. On va passer à nos prédictions NFL. Donc, je vais seulement installer mon petit clipboard pour connaître mes matchs. Et voilà, nous y voici. Donc, pour le Thanksgiving américain, on a eu droit à 4 rencontres un petit peu plus tôt cette semaine. 3 matchs jeudi et 1 hier, soit vendredi. Donc, les Packers qui ont vaincu les Lions 31-24. Un match assez serré. Personnellement, j'ai obtenu ma victoire là-dessus avec les Packers que j'avais prédit comme vainqueurs du match. Les Lions qui se sont inclinés. Un petit peu plus tard en après-midi, on avait les Cowboys qui affrontaient les Chiefs et Dallas, les Hokies, font une poussée vers les séries, tandis que les Chiefs continuent de descendre. Ben oui, on en parlait la semaine passée. Dak Prescott, là, il est en train de revenir puis de plaider son cas pour, je dirais pas le MVP, mais c'est un des meilleurs corps arrière de la ligue. En ce moment, c'est lui qui a le plus de verges par la passe. Donc, c'est sûr qu'il y a un match de plus que la plupart des corps arrière, mais quand même, c'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire avec le début de saison difficile qu'il y avait eu. C'est quand même une victoire contre les Eagles et les Chiefs, les deux équipes qui se sont affrontées l'an passé au Super Bowl. Ah, c'est impressionnant, vraiment. Donc, qui sait, peut-être que le plan de Jerry Jones va finir par fonctionner. Il demeure qu'on a été très agressif à la date limite des transactions en se saisissant de Quinnen Williams et de Logan Wilson du côté défensif du ballon. J'ai hâte de voir du côté des Cowboys si on parvient à se glisser dans le portrait des séries, parce que c'est très serré dans la NFC au moment où on se parle, mais les chances sont certainement de leur côté. J'aimerais aussi parler du fait que, je sais pas si tu as vu ça passer, mais le soleil qui passe par les fenêtres du AT&T Stadium à Dallas. Oui. Moi, je trouve ça, c'est n'importe quoi. Là. Ils doivent régler ça. Tu sais, t'as des joueurs exceptionnels comme George Pickens qui se fait passer qui est prêt à recevoir une passe qui est directe dans ses mains, mais qui la voit pas, qui est aveuglé par le soleil.
Ça, c'est quelque chose à corriger qui devrait pas être là dans la NFL. Ouais, c'est tout de même assez impressionnant. Ça me rappelle certaines occasions au soccer. J'ai écouté un reportage là-dessus. Petite parenthèse de rien. Par exemple, une équipe comme la Bolivie qui amène ses équipes, les équipes internationales, les faire jouer sur leur terrain à 4000 mètres d'altitude. Ouais. Il y a des joueurs qui ont beaucoup de difficultés avec l'atmosphère et mystérieusement, la Bolivie remporte des matchs. Donc, c'est pas nécessairement le même cas, mais il demeure que ça peut nuire à leur équipe eux-mêmes du côté des Cowboys. Ça. Et la soirée s'est terminée avec le match Bengals-Ravens. Les Bengals qui l'ont emporté de façon assez convaincante, 32-14. Le retour de Joe Burrow qui leur a été d'une grande aide, clairement. Et les Ravens qui, maintenant, ne sont pas si certains de faire les séries. C'est surprenant, cette victoire-là. Moi, j'avais vraiment... les Ravens, je les voyais vraiment remporter ce match-là, surtout qu'ils sont à domicile. Oui. Mais écoute, Joe Burrow, il est de retour. Il montre que c'est quand même un des meilleurs corps arrière de la ligue, comme on le connaissait. Mm-hmm. Puis les Bengals, leur chance pour les séries sont... C'est déjà terminé. C'est ça. C'est terminé, tout simplement. Puis je les voyais vraiment pas gagner. C'était une belle victoire de la part de Joe Burrow et ses troupes de Cincinnati. Ouais. Donc l'AFC qui va se resserrer, qui se resserre déjà avec cette défaite-là des Ravens parce que Pittsburgh leur souffle dans le cou déjà. Laquelle de ces deux équipes-là saura faire les séries parce que personnellement, je crois pas que les deux vont y parvenir. Donc ce sera certainement intéressant à suivre. Et finalement, hier soir, dernier match du Thanksgiving américain, on avait les Bears qui sont allés vaincre les Eagles à domicile. Qui l'eût cru? Personnellement, j'aime beaucoup le profil des Bears cette saison, mais je croyais pas qu'on irait chercher une deuxième défaite consécutive du côté des Eagles et contre toute attente, c'est arrivé et ce, de façon assez convaincante. Merci. Ouais, je l'avais pas vu venir, mais écoute, les Bears sont surprenants cette année. Là, ils sont rendus à 9 victoires, 3 défaites. Rome Odunze qui a toute une saison, il va vraiment... Lui, c'est un joueur dans lequel je vois beaucoup d'espoir et que je le vois vraiment devenir un des meilleurs receveurs de la ligue dans quelques années. Surtout s'il est capable de s'allier avec Caleb Williams, comme ils l'ont fait vendredi à Philadelphie. C'est une belle victoire. L'offensive de Ben Johnson qui continue de m'impressionner match après match. On avait connu un début de saison difficile du côté des Bears tout de même. Si je ne m'abuse, c'était 2 défaites consécutives. Et là maintenant, 9-3 comme tu le mentionnais. C'est une sérieuse manière de remonter la pente. Ouais. Et là, on a nos matchs de demain après-midi qui vont débuter à 13h. On a les Texans de Houston, 6-5, qui vont rendre visite aux Colts d'Indianapolis, 8-3, au Lucas Oil Stadium. Ouais. Donc, on va le faire un peu à notre formule du premier épisode. On va dire 3-2-1 et l'équipe qu'on croit qui va remporter le match. Donc, 3-2-1, les Colts. Texans. OK, on diffère déjà, donc je te laisse partir avec les Colts. Ben moi, au début, j'y étais allé avec les Texans. OK. Mais je me suis rassasié et j'ai changé d'avis. Puis j'y suis allé avec les Colts. Les Colts, c'est l'équipe qui fait le plus de points par match dans la NFL en ce moment. Ils jouent contre la deuxième meilleure défense dans la ligue. Mm-hmm. Ça va être tout un match des deux côtés du ballon, mais je pense vraiment que l'attaque des Colts va prendre le dessus et qu'ils vont réussir à battre cette équipe-là des Texans qu'il faut vraiment qu'ils se battent pour aller chercher une place en série. Ouais, en fait, il y a 2 semaines, on en parlait. Les Texans qui, à ce moment-là, étaient 4-5. Maintenant, 2 victoires consécutives sont à 6-5 et soufflent dans le coup des Jaguars de Jacksonville et justement des Colts d'Indianapolis. Donc, un match capital pour leurs espoirs en série. Et personnellement, je vois les Texans l'emporter. Le retour de C.J. Stroud, qui va quand même être assez important pour l'équipe, malgré que Davis Mills, en option secondaire, avait fait du bon travail. 3 victoires consécutives. Comme je le mentionnais, une poussée vers les séries, donc c'est un match capital. Et les performances récentes de Daniel Jones ont été un petit peu plus difficiles du côté des Colts, particulièrement contre les Chiefs la semaine dernière avec seulement 181 verges. Et tu le mentionnais, la défensive des Texans est très solide. Will Anderson Jr. qui est sur une séquence de 6 matchs consécutifs avec un sac du corps. Je crois que la tendance va se poursuivre du côté des Texans et je les vois arracher une victoire au Colts. Tout de même, dans les trois derniers matchs remportés par les Texans, il y a 2 de ces matchs-là que c'est contre des rivaux de division. Oui. Donc,
écoute, s'ils peuvent gagner ce match-là, la division va vraiment se resserrer entre les Jaguars, les Texans et les Colts. Pas les Titans quand même. Là. Non, eux autres, c'est plus la course au premier choix qui les intéresse. Mais oui, du côté de la défensive des Texans, on a une mission. C'est stopper Jonathan Taylor. C'est ça. Voilà, c'est le candidat au MVP potentiellement aux côtés d'autres corps arrière. À mon avis, le mérite. Il demeure que c'est comment je pourrais dire, un titre qui est majoritairement décerné à des corps arrière ces dernières saisons. Mais Jonathan Taylor a été juste exceptionnel cette saison et c'est pourquoi il est dans cette conversation-là. Toujours à 13h, on a un match entre les Rams de Los Angeles, 9-2, qui se rendent en Caroline pour y affronter les Panthers, 6-6, 3-2-1. Les Rams, ouais, je crois pas que ce soit une surprise. L'offensive des Rams qui est à tout casser récemment. Matthew Stafford qui, à mon avis, est devenu le favori au MVP. Ouais. Devontae Adams qui est le meneur en termes de touchés par la passe cette saison avec 12. En plus de tout ça, on a Puka Nacua, un des receveurs les plus électriques de la ligue, et Kyren Williams qui, à mon avis, va connaître une très grosse rencontre parce que la défensive des Panthers connaît énormément de difficultés face à la course cette saison. Et à l'inverse, la défensive des Rams est très solide à ce niveau-là. Donc, on va tenter de museler Rico Dowdle, qui a été une arme sous-estimée du côté des Panthers cette saison, en quelque sorte leur couteau suisse. Et les Rams qui vont poursuivre leur saison de rouleau compresseur avec une victoire face aux Panthers. Une défaite la semaine passée des Panthers face aux 49ers. Oui. Donc, c'est une équipe que les Rams connaissent très bien et les Rams sont meilleurs que les 49ers, donc je vois pas les Panthers battre une autre équipe de la NFC West. C'est la meilleure équipe dans la ligue en ce moment, là, les Rams. Ouais, je suis d'accord. Puis, il faut aussi noter que Matthew Stafford il est en voie de battre le record pour le meilleur ratio de touchés et interceptions de l'histoire. Oui, c'est exceptionnel. En ce moment, il est à 30 touchés, 2 interceptions. Le record, c'est Brady. En une saison, lui, il avait 28 touchés et 2 interceptions, mais... Écoute, Stafford, on le projette qu'il va finir la saison avec 46 touchés et 3 interceptions, ce qui serait complètement exceptionnel. Phénoménal. Ouais, non. C'est exceptionnel. S'il finissait la saison à ce rythme-là, il y a des corps arrière qui ont connu 4 interceptions en un match. Lui, sur une saison complète, en aurait 3. Ouais. Sérieusement, c'est un candidat au MVP. Ouais. Et c'est quand même assez impressionnant quand on considère qu'au fil de la saison morte, on parlait de ses blessures au dos et on disait va probablement connaître des difficultés, peut-être va prendre sa retraite à la fin de la saison. Je suis pas certain que le consensus soit le même maintenant qu'on arrive en décembre. Ouais, à 37 ans aussi, il continue à performer comme ça. T'sais, on l'avait vu bien performer avec les Lions de Détroit. Oui. Puis il reprend vraiment ses bonnes habitudes, puis il y a toute une saison. Un autre match qui va débuter à 13h sera les Cardinals de l'Arizona qui, ma foi, continuent de me décevoir, face aux Buccaneers de Tampa Bay, 6-5. Avant qu'on dise notre prédiction, les Cardinals de l'Arizona que j'ai prédit 2 fois comme victorieux au cours de nos 2 semaines de tentative de prédiction, justement, j'ai été... je me suis trompé 2 fois, si je peux le dire comme ça. Et cette semaine, un duel assez complexe face aux Buccaneers. 3-2-1, les Bucks. Ouais. OK, c'est pas une surprise. Je te laisse partir là-dessus. Ouais. Les Buccaneers, ils ont 3 défaites de suite. Ils vont vouloir remonter cette pente-là. Oui. Puis avoir une victoire, surtout contre une équipe qui est en dehors des séries, on va se le dire, qui ont plus vraiment de chance de les faire. Puis que ça serait une victoire à aller chercher pour Baker Mayfield et son équipe. Ils ont Bucky Irving qui va peut-être revenir aussi, qui est questionable. Donc, reste à voir ce qui va arriver dans ce cas-là. Mais oui, les Buccaneers, ça serait vraiment une victoire importante et un match très important pour eux. Oui, parce que, un petit peu à la surprise générale, la division qui se resserre quand même, sans dire que les Panthers de la Caroline sont vraiment en train de pousser vers les séries. Ouais. Comme on le disait, on les voit perdre contre les Rams. Mais Tampa Bay doit se saisir d'une victoire aujourd'hui, ou plutôt demain, en fait. Les Cardinals de l'Arizona, qui est en quelque sorte un duel favorable pour eux. Du côté de l'Arizona, on a un retour potentiel de Marvin Harrison Jr.,
Sinon, Michael Wilson qui devrait connaître un sérieux match d'utilisation encore. On a une blessure potentielle à Baker Mayfield. Peut-être que Teddy Bridgewater devra s'amener comme option secondaire. Mais tu le mentionnais, les Buccaneers, pour se saisir d'une place en série, doivent aller chercher ce match-là contre une équipe amochée du côté des Cardinals et leur saison est déjà finie. Donc, selon moi, les Bucs qui vont se saisir d'une victoire, surtout à domicile. Donc, le match qui va suivre, les 49ers qui vont affronter les Browns de Cleveland, 8-4 face à 3-8. 3-2-1, les 49ers. Et je crois pas que ce soit une surprise. Non. En effet, du côté des 49ers, on effectue un retour dans le portrait des séries. Dans la NFC West, les choses qui sont très serrées présentement entre eux et les Seahawks. Et sans dire que ce sera un match facile, les Browns de Cleveland qui sont allés chercher une belle victoire la semaine dernière. Il y a tout de même des statistiques qui m'ont impressionné quand je les ai vues en faisant ma petite recherche. Les 49ers n'ont pas remporté de match à Cleveland depuis 1984. Okay. Oui, quand même assez impressionnant. Et un facteur secondaire dont on parle pas nécessairement, il y a de la neige qui est annoncée à Cleveland l'an dernier. L'an dernier? De quoi je parle? Il y a un match de neige qui est annoncé à Cleveland demain. Je lisais mes notes en même temps, donc j'ai dit ce qui apparaissait devant moi. Et on sait que dans la neige, c'est pas évident pour Brock Purdy. Donc je crois quand même qu'on va avoir un match assez serré. Il demeure que le corps arrière des Browns, le partant, sera Shedeur Sanders, qui a montré certains éclats de brillance la semaine dernière, mais son ratio de complétion est assez difficile. Je crois pas que ça va s'améliorer par la neige, donc je vois les 49ers s'en sortir avec une victoire. Gros match à venir pour Christian McCaffrey. Oui, justement, c'est justement de lui que j'allais parler. Christian McCaffrey, cette année, il a presque 800 verges par la passe et par la course, donc quelle saison. C'est tout un joueur, on sait qu'il peut faire ça, mais il y a des saisons qui se blessent, puis il a été embêté par des blessures. Donc, le Madden Curse. Oui, il y a ça aussi. Mais bref, les Browns, t'as Myles Garrett, qui, dans mon cas, c'est celui qui devrait gagner le joueur défensif de l'année. Oui, je suis d'accord. Lui, encore une fois, si on parle d'un autre record, il est en voie d'obtenir le plus de sacs dans une saison de l'histoire de la NFL. C'est fou. Ce qui serait complètement fou pour la qualité de l'équipe avec laquelle il joue. La production de son équipe. Cette semaine, il va affronter Trent Williams, qui va être, ça va être un peu plus coriace, mais il va fort probablement obtenir 1 ou 2 sacs. Là. Non, c'est ça. Je disais que le match serait serré et je crois justement que ce sera à cause de la défensive des Browns avec Myles Garrett que tu le disais. Probablement qu'on va devoir déployer des équipes à 2 voire 3 pour le couvrir, mais les munitions offensives des 49ers qui sont trop nombreuses pour la défensive des Browns, malgré que elle m'a impressionné cette saison. Je crois quand même que les 49ers vont remporter ce match-là, surtout dans une course aux séries très serrée dans la NFC. Et Sanders ça va être son 2e match dans sa carrière. Oui. La semaine passée, c'était quand même contre les Raiders, donc je le vois pas prendre le dessus sur une équipe comme les 49ers. Non, c'est ça, et malgré tout, il y avait un pourcentage de complétion de 55% face aux Raiders. Cette fois-ci, un adversaire beaucoup plus coriace en les 49ers, comme tu le mentionnais, et des conditions météorologiques qui lui sont pas favorables. J'ai hâte de voir ce qu'il peut offrir, parce qu'on connaît sa confiance, limite son arrogance, à voir comment il peut s'établir dans le circuit Goodell. On a un autre match à 13h, les Jaguars de Jacksonville qui vont rendre visite à leurs rivaux de division, les Titans du Tennessee. 3-2-1, les Jaguars. Je te laisse partir là-dessus. Ouais. Les Jaguars, ils ont 2 victoires de suite face aux Cardinals et aux Chargers. Donc c'est quand même 2 équipes quand même assez forte. Ouais, je suis quand même fier de ma petite prédiction d'une victoire contre les Chargers. Oui, moi je l'avais pas eu. Donc, c'est deux bonnes victoires. Aussi, on en parlait tantôt, l'AFC Sud est très serré. Donc ça va vraiment être... c'est un match important, puis c'est un match aussi de division qui peuvent vraiment pas laisser... qui peuvent pas échapper. Donc... contre les Titans, les Titans qui ont une victoire, 10 défaites, ils vont fort probablement finir la saison avec une victoire, 16 défaites. Donc, c'est les Jaguars qui en remportant ce match-là aussi, il faut le noter, ils seraient 8-4. Donc, ils se rapprochent des Colts qui jouent contre les Texans. Donc, ils pourraient
très bien prendre les dessus sur la division cette semaine. Non, c'est ça, je tiens à dresser un portrait parce que personnellement, j'ai aussi les Jaguars. Si les Colts devaient perdre contre les Texans, comme je l'avais prédit, on aurait 2 équipes à 8-4, soit les Jaguars et les Colts, et on aurait les Texans à 7-5. Donc, on s'attendait pas nécessairement à ce que l'AFC South soit l'une des divisions les plus compétitives cette saison, mais nous y voici pourtant, et la défensive des Jags par la passe a répondu à l'appel au fil des dernières semaines. C'est sûr qu'on a affronté des équipes assez amochées, notamment la ligne offensive des Chargers qui était sans Rashawn Slater et Joe Alt. Et justement, ça risque d'être assez efficace parce que Cam Ward a été le corps arrière qui a reçu le plus de sacs cette saison. La ligne offensive des Titans qui ne répond pas à l'appel. Et malgré qu'il continue de s'améliorer peu à peu, je parle de Cam Ward ici, je crois quand même que la défensive des Jaguars va être trop puissante pour les munitions limitées du côté des Titans qui vont perdre une autre rencontre. Et le portrait de l'AFC South qui va continuer de se resserrer. On a vu que quelques éclaircissements la semaine passée face aux Seahawks quand même de la part de Cam Ward. En effet, ça a été un match plus serré qu'on l'aurait cru. Ouais. Puis on a vu ce qu'il pouvait faire. Il y a plusieurs fois qu'il a dû s'échapper de la mauvaise couverture de sa ligne offensive. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire plus tard dans sa carrière, Cam Ward. Ah, c'est sûr. Un premier choix au total a été mis dans un contexte très aride, si on peut le permettre, a dû apprendre le système de jeu de Brian Callahan qui a été renvoyé après 7 ou 8 semaines de travail, je me rappelle plus exactement, et depuis doit déjà apprendre de nouveaux systèmes et malgré tout, il tient son bout, donc j'ai hâte de le voir avec une équipe un petit peu plus aguerrie. Du côté des Titans, on devrait se saisir d'un choix top 3 au repêchage cette année encore, donc aller chercher des munitions pour l'aider sera certainement une priorité du côté du Tennessee. Après ça, on a une autre rencontre qui débute à 13h. Les Falcons 4-7 qui vont rendre visite aux Jets de New York 2-9. 3-2-1. Les Falcons. La défensive d'Atlanta a été quand même assez solide au fil des dernières semaines. On a tout de même une production de sacs quand même assez relevée au cours de la saison. 39, soit la 3e meilleure équipe de la Ligue. Et évidemment, Bijan Robinson représente une menace pour les défensives adverses. Et du côté des Jets, ça a été une difficulté cette saison. On a plusieurs trous du côté défensif du ballon. Et je crois que Bijan va être en mesure d'en profiter au fil du match. Honnêtement, le sort du match est entre les mains de la défensive des Jets, et du côté de New York, justement, on est sans Garrett Wilson du côté des réceptions par la passe, donc beaucoup de travail qui s'est demandé à Breece Hall. Si vous l'avez dans vos poules, considérez le mettre comme partant cette semaine. Les Jets sont 26e pour les points accordés en défense et pour les points marqués aussi en attaque. Donc c'est une des pires équipes dans la ligue en ce moment. Ils ont seulement 2 victoires, 9 défaites, il faut le rappeler. Ils sont aussi 28e par la course et ils jouent contre la 10e défense face aux courses. Ouais. Donc Breece Hall, ça va être un dur travail pour lui, mais tu l'as nommé, il n'y a pas Garrett Wilson, donc il va sûrement beaucoup toucher le ballon. Puis ça devrait être une victoire assez facile pour les Falcons cette semaine. Du côté des Jets de New York, on a besoin d'un nouveau corps arrière la saison prochaine. Le projet Justin Fields qui a été un échec absolu, si bien qu'on a jeté notre dévolu sur Tyrod Taylor au fil des dernières semaines, sans dire qu'il a été mauvais, son travail n'a pas été éclatant non plus. On a besoin d'une nouvelle personnalité à New York, et le repêchage qui arrive va certainement permettre aux Jets de s'en saisir. Donc je crois pas qu'on soit affamé d'aller chercher des victoires du côté des Jets d'ici la fin de la saison, justement pour se saisir d'un choix de repêchage haut placé. Et finalement, le dernier match à 13h entre les Saints de la Nouvelle-Orléans 2-9 qui vont se rendre au Hard Rock Stadium pour y visiter les Dolphins de Miami 4-7. 3-2-1. Les Dolphins. Ouais, donc on est pas mal d'accord sur beaucoup de matchs pour l'instant. Yes. Devon Achane qui est 6e oui, monsieur. 6e sur les verges au sol de la Ligue nationale, et il joue contre la 20e équipe face aux verges au sol. Donc il devrait avoir un assez bon match. Ouais. Puis il joue contre les Saints qui sont
31e par les points par match et 26e par les verges. Ouais. Les Dolphins sont quand même 24e pour les points et 25e pour les verges, mais c'est quand même contre une équipe vraiment faible des Saints de la Nouvelle-Orléans. Puis ça va... il va peut-être avoir Taysom Hill, donc j'ai hâte de voir ça. Toujours très dynamique comme profil quand on sait pas la position à laquelle il va jouer. Mais oui, j'ai hâte de voir ce que Taysom Hill peut offrir du côté des Saints. Tu mentionnais la course avec Devon Achane. Évidemment, lui qui est sur une séquence de feu récemment. Tandis que du côté des Saints, leurs opposants, Alvin Kamara qui a subi une blessure, qui va être sur la touche cette semaine probablement. On va devoir donner notre confiance à la recrue Devin Neal, à voir ce qu'il peut offrir. Surtout que du côté de Miami, on a le retour d'Austin Jackson à la ligne offensive qui va certainement donner un boost par la course autant que par la passe. Donc, je vois les Dolphins s'en sortir avec une victoire, surtout à domicile. Les Saints qui sont dans une situation similaire aux Jets seront pas affamés d'aller chercher une victoire. Ouais. Leur saison est déjà terminée depuis belle lurette. Donc là, un match qui va débuter à 4h05 entre les Vikings 4 et 7 qui vont rendre visite aux Seahawks 8 et 3 au Lumen Field. 3, 2, 1, les Seahawks. Donc, du côté de Seattle, on va probablement affronter un corps arrière de troisième option du côté du Minnesota avec Max Brosmer, avec les blessures de J.J. McCarthy et Carson Wentz. L'offensive de Minnesota a été dysfonctionnelle depuis le début de la saison. Je crois que c'est le mot qu'on doit utiliser. Justin Jefferson qui ne connaît pas une saison à la hauteur des attentes. Évidemment, le corps arrière n'a pas été idéal pour le servir et je ne crois pas que ça va changer magiquement avec Max Brosmer. Et on fait face à une très bonne défense du côté des Seahawks, justement, qui affronte une offensive qui est limitée dans ses munitions. Donc, je crois que les Seahawks vont s'en sortir avec une victoire. Les 2 dernières semaines ont été un petit peu plus rocambolesques du côté de Seattle. Une victoire contre les Titans qui a paru beaucoup plus difficile qu'on aurait pu le prévoir et une défaite serrée face aux Rams et Sam Darnold qui avait lancé 4 interceptions à ce moment-là. Je crois qu'on va remonter la pente et aller chercher une victoire pour à nouveau se hisser au-dessus des 49ers dans la course à la NFC West. Ouais, mais tu l'as dit, les Vikings qui délaissent J.J. McCarthy. Oui. Cette année, 6 touchés, 10 interceptions, c'est vraiment... C'est pas comparable avec celui de Matthew Stafford. C'est vraiment pas une bonne saison pour lui. Surtout avec un receveur comme Justin Jefferson qui est pas capable de fournir et de lui faire... qui peut savoir la production qui est supposée avoir et qu'il y a normalement. Ouais, tu dois te produire quand tu as un receveur d'élite comme ça. On a souvent vu J.J. McCarthy lancer trop loin pour Justin Jefferson cette saison. Et j'ai hâte de voir ce que les Vikings vont faire avec leur situation de corps arrière. Est-ce qu'on va déjà jeter l'éponge sur J.J. McCarthy? C'est certainement en considération parce qu'à part une remontée spectaculaire contre les Bears lors de la première semaine d'action, on n'a tout simplement pas vu d'éclat. Avec les corps arrière jeunes qui connaissent des difficultés, souvent on voit certains flashs de leur talent futur et on se dit parfait, on va leur faire confiance. Du côté de J.J. McCarthy, personnellement, j'ai pas vu ça au cours de cette saison. Donc, j'ai hâte de voir la situation des corps arrière au Minnesota. Ouais, et c'est une équipe des Seahawks qui, en termes de points par match, sont 2e en attaque et 7e en défense. Fait que c'est une des meilleures équipes dans la ligue en ce moment. Moi, je les ai dans mon top 5 pour les chances de remporter le Super Bowl cette année. Surtout avec un Jackson Smith-Njigba. La semaine passée, 8 réceptions sur 10. 8 réceptions sur 10, 167 verges, 2 touchés. Il devrait avoir un autre excellent match contre les Vikings s'il veut réussir à battre le record de plus de verges dans une saison. Il y a quand même 3 records qui pourraient être battus cette année si on parle de Stafford, Garrett et JSN. Donc, moi, j'ai hâte de voir ça. Ouais, je crois vraiment qu'on va se ressaisir du côté des Seahawks, comme je le mentionnais, après 2 semaines un petit peu plus chaotiques. Et 20 minutes plus tard, 16h25, les Bills de Buffalo qui rendent visite aux Steelers de Pittsburgh, 7 et 4 face à 6 et 5, 3, 2, 1. Les Bills, je te laisse partir là-dessus. Ouais. Les Bills qui ont James Cook le troisième, si on dit son nom au complet. Yes. Les Bills qui ont la meilleure attaque au sol de la ligue, qui vont jouer contre la 11e meilleure défense contre la course dans la ligue chez les Steelers.
Donc, oui, James Cook qui devrait, comme d'habitude, devrait avoir un excellent match. Ouais. Et les Bills qui ont vraiment une bonne attaque. Et je pense que les Pittsburgh, les Steelers, comme on le dit, souvent vont sûrement finir 9 victoires, 8 défaites au-dessus de 500. Ouais. Et qu'en ce moment, ils regardent, j'ai l'impression qu'ils regardent vraiment en arrière plus qu'en avant, avec la course dans la AFC Nord qui se resserre vraiment. Mais même après une défaite des Ravens, ça commence à être serré. Il commence à se faire tort pour ces deux équipes-là s'ils veulent faire les séries. Ben, du côté des Steelers, il y a plusieurs blessures qui nous affectent présentement. Oui. On a Broderick Jones, on a Aaron Rodgers, dont on n'est pas certain de la présence dimanche après-midi. Et surtout, face à James Cook, justement, un des meilleurs porteurs de ballon de la Ligue nationale de football, il y a Derek Harmon, qui sera pas là pour le couvrir, le choix de premier tour des Steelers au dernier repêchage, qui s'était révélé être très efficace cette saison. Eh bien, il sera absent dimanche. Donc, la course des Bills qui va certainement en tirer profit et c'est une des meilleures offensives par la course comme tu le mentionnais, donc ça risque d'être très utilisé cette semaine. Malgré tout, du côté des Bills, on a tendance à créer beaucoup de revirements. On va certainement tenter d'y remédier face à une défensive assez solide des Steelers parce que c'est ce qui pourrait nous caler du côté des Bills qui ont perdu certains matchs auxquels on ne s'attendait pas nécessairement au fil des dernières semaines. Ouais. Non, vas-y. Ok, c'est ça. Ben justement, les Bills, notamment un petit peu plus tôt cette année, s'étaient inclinés contre les Falcons à cause de ça et d'autres défaites. Donc, pour une fois, presque en 5 ans, l'AFC Est, qui n'est pas la leur, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui s'en sont saisis une bonne fois pour toutes. Justement, à 4h25, la deuxième rencontre qui aura lieu à ce moment-là, les Raiders de Las Vegas 2-9 qui se rendent à Los Angeles pour y visiter les Chargers 7-4, 3-2-1. Les Chargers. Je crois pas que ce soit une surprise. Non. Du côté des Raiders, on a remplacé notre coordonnateur offensif en Chip Kelly. Donc, ce sera un nouveau format d'attaque. Et ce qu'on reprochait majoritairement à Chip Kelly, c'était sa mauvaise utilisation de la recrue Ashton Jeanty en tant que porteur de ballon. J'ai hâte de voir ce qu'il peut faire dans un nouveau système parce qu'on l'a vu à l'université, à Boise State. Son talent est exceptionnel. Cette saison, ça a été coup-ci, coup-ça de son côté. Mais cette fois-ci, je crois vraiment qu'on va lui faire confiance. Et comme on le mentionnait un petit peu plus tôt dans l'émission, la ligne offensive des Chargers est amochée. Donc, peut-être qu'on pourra en profiter du côté de la défensive des Raiders, mais je crois tout de même que Justin Herbert va être en mesure de trouver son receveur Ladd McConkey, qui devrait connaître un énorme match face à une défensive qui est, soyons honnêtes, horrible par la passe. Donc, je crois que Ladd McConkey a un gros match à prévoir. Comme je le disais avec Breece Hall, mettez-le comme partant dans vos fantasy. Ouais, une des 10 pires défenses dans la ligue chez les Raiders de Las Vegas. Yes. Qui vont affronter Keenan Allen, Ladd McConkey et Justin Herbert. Donc, ça devrait vraiment être un match compliqué pour la défense des Raiders. Surtout que les Chargers se battent encore pour non seulement pour les séries, mais pour conserver leur deuxième place dans leur division. Oui, avec les Chiefs qui se sont inclinés. Oui, exact. Fait que ouais, ça devrait être un match, encore une fois, qui devrait pas échapper et qui devrait gagner. Pour faire un portrait rapide de la AFC West, comme tu le mentionnais, les Broncos sont assez confortablement au sommet avec une fiche de 9-2. On a les Chargers pas loin derrière à 7-4. Et on a les Chiefs qui maintenant sont 6-6 suite à une défaite contre les Cowboys. Donc, du côté des Chargers, on va vouloir creuser l'écart. Je m'attends quand même à un match assez offensif, comme je le disais. Une grosse performance d'Ashton Jeanty à venir selon moi. Mais je crois quand même que les Chargers vont profiter de la défensive trouée des Raiders pour ajouter une autre victoire à leur compte. Sunday Night Football. Justement, on parlait des Broncos de Denver 9-2. Ils se rendent à Washington pour y affronter les Commanders 3-8. 3-2-1. Les Broncos. Commanders. Okay. Donc, je te laisse partir avec les Broncos. Ben, moi, les Broncos, écoute, on parlait de l'AFC West qui se resserre. Oui. Donc, une victoire face aux Commanders Commanders sont amochés, on va le dire. Leur running back qui produit pas comme en début de saison. Ouais. Puis aussi pas de Jaden Daniels.
Oui, écoute, c'est une équipe des Broncos avec une des meilleures défenses dans la ligue, si c'est pas la meilleure défense de la ligue, qui ont encore une chance de remporter l'AFC, il faut le dire. Ils sont 9 victoires, 2 défaites. Les Patriots sont 10 victoires, 2 défaites. Ouais, on pourrait venir les égaliser en fin de semaine. Oui, exact. Fait que, écoute, c'est un match très important. Le reste de la saison est un match important pour les Broncos. Ils ont eu une saison avec des hauts et des bas, mais une victoire en Sunday Night Football, ça devrait les remettre sur la bonne voie pour possiblement remporter l'AFC. Personnellement, j'y suis allé avec ma victoire surprise de la semaine, la victoire des Commanders. De leur côté, on sort de notre semaine de pause, le fameux bye, et on avait connu une bonne performance en défensive face aux Dolphins de Miami. Et on affronte une offensive de milieu de peloton avec les Broncos de Denver. De leur côté, justement, on est l'équipe la plus pénalisée de la ligue et on a commis beaucoup de revirements au cours des dernières semaines. Comme je l'avais mentionné dans l'épisode précédent, on s'en est sorti avec des victoires un peu à l'arraché contre des équipes très peu relevées, notamment contre les Jets à Londres ou encore contre les Raiders. Et je crois que cette fois-ci, la magie va en quelque sorte stopper du côté des Broncos. Il demeure que ça va être extrêmement serré, mais c'est ma victoire surprise de la semaine. Je crois que les Commanders, qui ont connu passablement de difficultés au cours de la saison, vont aller arracher une victoire, surtout à domicile. Je pense qu'on va s'en saisir du côté du Sunday Night Football. Mm-hmm. Et finalement, notre dernier match de la semaine, lundi soir, entre les Giants de New York 2-10, qui se rendent au Gillette Stadium pour y affronter les Patriots 10-2. Donc, 3-2-1, les Patriots. Et je crois pas que ce soit une surprise de leur côté. Du côté des Giants de New York, comme je le mentionnais, on est très blessé de leur côté. Cam Skattebo qui ne joue pas, Malik Neighbors qui connaît le même sort. Je crois quand même qu'on va avoir un bon match du côté des Giants, simplement parce que Jackson Dart est de retour et on a un nouveau coordonnateur à la défensive qui va tenter de stabiliser les choses. Mais l'offensive des Patriots qui est tout simplement électrique. Si on devait me demander une raison pourquoi je crois qu'ils vont gagner le match, je vous dirais Drake May. Voilà, Drake May, c'est ma raison, Drake May. Mais voilà, la défensive des Jets de New York ne sera pas en mesure de répondre face à l'offensive des Patriots. Donc, je crois qu'on va se saisir d'une victoire du côté de la Nouvelle-Angleterre. Moi, je suis d'accord avec toi. Un autre candidat pour le joueur le plus utile de la Ligue, de la NFL, Drake May. Les Giants, c'est la première équipe qui ont été éliminés mathématiquement cette semaine. Oui. Donc, leur saison est finie. Ils ont quand même quelques jeunes ils peuvent regarder pour le futur avec Jackson Dart, Skattebo ainsi que Malik Neighbors. Donc, l'année prochaine, ça devrait être mieux pour l'équipe de New York. Mais ouais, les Patriots qui ont aussi Stephon Diggs, qui ont vraiment une bonne chimie avec Drake May, qui devrait facilement remporter ce match-là. Ouais. Et ensuite, je pense que ça va être leur semaine de congé. Ça va être quand même leur 13e match de suite. Ils n'ont toujours pas eu de semaine de congé. Ils vont la prendre avec plaisir et ils devraient gagner ce match-là, qui est un gros match pour la course à l'AFC. Oui, c'est vrai. En effet, on en parlait justement face aux Broncos. Un aspect que je voulais mentionner, je crois tout de même que le match sera pas une volée parce que la ligue offensive des Patriots est tout de même amochée au moment où on se parle. Peut-être que ça pourrait profiter à Tyrone Tracy, mais on le mentionnait, match très important pour l'AFC du côté des Patriots et je crois bien qu'on va le remporter. Donc, c'est ce qui vient conclure notre segment NFL et là, on vous attend avec notre fameux repêchage des joueurs de 35 ans et plus. Il y a 2 semaines, on avait fait celui des 25 ans et moins. Selon le vote qu'on avait effectué sur notre page Instagram, Léo qui l'avait emporté 9 votes à 7 de son côté. Ça avait tout de même été assez serré. Et cette semaine, on arrive avec le concept inverse des joueurs de 35 ans et plus. On tente de se baser sur leur rendement actuel, pas nécessairement le rendement de toute leur carrière entière, comment ils jouent cette saison. Et cette fois-ci, c'est moi qui aurai l'honneur de repêcher tout premier, simplement pour inverser la tendance et aussi parce que j'ai perdu il y a 2 semaines. Donc, il y a plusieurs profils qui sont intéressants. Pardon.
Et avec mon tout premier choix, je vais tout de même me saisir de Sidney Crosby, qui, à 38 ans, continue d'être un talent d'élite. Points par match avec une formation qui est très peu relevée du côté des Penguins de Pittsburgh. On est en mesure d'arracher des victoires à plusieurs équipes. Et Sidney Crosby, qui demeure un des meilleurs attaquants sur 200 pieds le long de la patinoire, très efficace pour se défaire de sa couverture, demeure si intelligent et permet à ses coéquipiers de s'améliorer night in, night out. Le genre de coéquipier que tout le monde veut avoir. Donc, je me saisis quand même de Sidney Crosby avec mon tout premier choix. Ouais, moi, je vais y aller avec... pour mon premier choix, je vais y aller avec un autre attaquant, Alex Ovechkin. OK. Donc, Alex Ovechkin, c'est le meilleur buteur de tous les temps. C'est une bête de 6 pieds 3, 6 pieds 3 pouces, 238 livres avec une Coupe Stanley, un Conn Smythe, 3 trophées Hart et surtout 9 trophées Maurice Richard. Ouais. Ce qui est vraiment remarquable. Donc, écoute, c'est le meilleur compteur de tous les temps. Je vais le prendre dans mon équipe puis il va m'en compter des buts. Ton deuxième choix? Oui, c'est vrai. Mon deuxième choix, je vais y aller avec un compatriote de Sidney Crosby, Evgeny Malkin. OK. Oh, le duo russe, Ovechkin-Malkin. Ouais, le duo russe. Écoute, Evgeny Malkin, plutôt cette saison, il était en voie d'accomplir 100 points cette année. Ouais. Mais là il a ralenti un peu, mais c'est quand même remarquable à son âge, 39 ans, de réussir à produire comme ça, à maintenir une production qui est une des meilleures de la ligue. Et c'est aussi un joueur qui a 3 Coupes Stanley, puis qui est 6 pieds 6 pieds 5, 213 livres. C'est une autre bête. Donc ça va être un beau monstre à deux têtes que je vais avoir en attaque. Ouais, le train russe de ton côté, les attaquants de puissance avec du talent. Quand même un bon duo. De mon côté, je vais combiner à Sidney Crosby, le premier défenseur du repêchage en Roman Josi, qui continue à 35 ans de connaître des performances éclatantes, et ce, avec une équipe, ma foi, horrible, des Prédateurs de Nashville cette saison. Roman Josi, qui a seulement 3 ans de ça, a une saison de 96 points à son actif, a également un Norris très mobile à l'attaque, peut être une bête en avantage numérique, un défenseur qui peut marquer plus de 20 buts avec son boulet de canon, et malgré tout ses performances défensives qui sont toujours parmi les meilleures de la Ligue nationale de hockey. C'est pourquoi je me saisis de Roman Josi avec mon 4e choix. Et comme choix pour poursuivre, je vais y aller avec un attaquant qui connaît des performances absolument incroyables cette saison, l'ailier gauche des Panthers de la Floride, Brad Marchand, qui a présentement 27 points en 23 rencontres, et ce, avec une équipe des Panthers qui connaît des hauts et des bas pour débuter la campagne 2025-2026. Brad Marchand, qui est un attaquant fougueux avec la hargne, qui va aller chercher la rondelle le long de la rampe, amène aussi du grit pour distraire les joueurs adverses, et son talent qui parle de lui-même, continue de marquer des buts et de servir ses coéquipiers. Brad Marchand, mon 3e choix de ce repêchage. Excellent choix, c'était ma cible pour mon prochain choix, mais je vais plutôt y aller avec mon premier défenseur en Erik Karlsson. OK. Un Suédois qui a participé aux 4 nations, donc c'est quand même impressionnant les joueurs de cet âge-là qui réussissent à faire partie des équipes nationales avec les meilleurs joueurs de la Ligue nationale, les meilleurs joueurs au monde plutôt. Ouais. Donc oui, Erik Karlsson, il a près de 900 points dans sa carrière avec plus de 1100 matchs. Donc ouais. Écoute, c'est un excellent patineur, très offensif aussi. Donc ouais, il demeure le carrière de l'avantage numérique du côté des Pingouins, certainement. Oui, surtout. Il y a 3 Norris. Ouais. Donc écoute, c'est un excellent défenseur. C'est un des meilleurs défenseurs offensifs dans la ligue, je dirais. Et là, est-ce que tu poursuis la tendance avec un autre défenseur ou tu y vas avec un attaquant? Je pense que cette fois-ci, je vais y aller avec un attaquant. OK. Je vais aller avec John Tavares. Oh, très bon choix. John Tavares, écoute, c'est un vétéran comme tous les joueurs qu'on va repêcher. Aujourd'hui, c'est tout un vétéran, tout un joueur qui a eu une excellente carrière avec plus de 1000 points. Cette année aussi, il a quand même une très bonne production malgré son âge. Donc, 28 points en 24 matchs. C'est un excellent joueur. 6 pieds 1, 217 livres, si je me trompe pas. Donc, ouais, écoute, il n'y a pas eu beaucoup de
de trophée ni aucune Coupe Stanley, mais pareil, c'est un joueur assez complet de centre sur lequel on peut se fier. Ouais, non, amplement d'accord avec toi. Personnellement, maintenant que c'est à mon tour d'avoir 2 sélections consécutives, je vais y aller avec mon deuxième défenseur. Je vais prendre John Carlson, qui connaît un grand regain de production avec les Capitals cette saison, presque point par match, et a rehaussé son jeu défensif d'un cran. Ça avait été une critique de son côté au fil des dernières années, mais les Capitals de Washington, qui demeurent l'une des meilleures équipes du circuit, et le duo avec Jacob Chychrun, qui est tout simplement électrique de son côté. John Carlson, à 35 ans, qui demeure l'un des meilleurs défenseurs du circuit, et c'est pourquoi je l'ajoute à mon équipe. Et là, j'hésite entre 2 joueurs de mon côté. Je crois tout de même que je vais compléter ma brigade défensive, aussi étrange que ça puisse paraître. Je vais y aller avec Drew Doughty, qui a également 35 ans, demeure le défenseur numéro 1 des Kings d'LA au moment où on se parle. Tout simplement, le modèle du défenseur complet peut apporter une quarantaine, voire une cinquantaine de points sur la table, tout en jouant 24 minutes de temps de jeu chaque match et en ayant des prouesses défensives plus que solides. C'est notamment pourquoi les Kings d'LA sont l'une des meilleures équipes défensives du circuit, notamment grâce au travail de Drew Doughty, et c'est ainsi que je complète ma brigade défensive avec John Carlson et DD8, Drew Doughty. Bon, ben ça va me laisser le temps de choisir le reste de mes défenseurs. Ouais. Donc, je vais y aller avec un attaquant. Cette fois-ci, je vais aller avec Jonathan Toews. OK. Ouais, Jonathan Toews, écoute, dans ses meilleures années, c'était un monstre à 2 têtes, je dirais. Il était excellent défensivement, excellent offensivement. Il y a 3 Coupes Stanley, puis il y a un Selke, donc c'est un joueur remarquable, un joueur défensif qui va bien venir balancer mon équipe qui est en ce moment qui est très très offensive avec Ovechkin et Malkin et Erik Karlsson qui est donc ça va venir combler mes créances défensives. Et ensuite je vais y aller avec Steven Stamkos. OK. Un des meilleurs compteurs, un des meilleurs buteurs de tous les temps, selon moi. Près de 600 buts dans sa carrière. C'est un peu un Ovechkin en une version moins améliorée, je dirais ça comme ça. Ouais, je peux comprendre. C'est un des meilleurs tirs sur réception de l'histoire, encore une fois. Et écoute, près de 1200 points dans sa carrière. C'est juste... Il y a quelques Coupes Stanley aussi, donc c'est un joueur assez complet qui est robuste surtout, donc Steven Stamkos. Parfait, intéressant. De mon côté, là maintenant que ma brigade défensive est complète, je dois apporter un certain focus à l'attaque. J'ai 2 joueurs pour l'instant. Je vais débuter avec Patrick Kane. Du côté des Red Wings de Détroit, un des meilleurs fabricants de jeux encore aujourd'hui. On voit les éclats de finesse match après match. Il continue de produire 13 points en 16 matchs de saison à l'âge de 37 ans, notamment pourquoi certains joueurs comme Alex DeBrincat connaissent un fort début de saison. Et comme tu le mentionnais, avec notamment Jonathan Toews, Patrick Kane, qui a été son partner in crime, comme on le dit en anglais, pendant plusieurs années, 3 Coupes Stanley à son actif, a déjà remporté le championnat des compteurs à 2 reprises. Et il vient compléter une ligne qui va être hargneuse, mais également avec énormément de talent aux côtés de Brad Marchand et de Sidney Crosby. Les meilleures mains du repêchage, selon moi. Ouais, je serais d'accord avec toi. Et là, pour venir balancer un petit peu le format de mon équipe, je vais y aller avec Anze Kopitar qui s'apprête à annoncer sa retraite cette saison. Il demeure l'un des meilleurs défenseurs... Ok, je reprends. Anze Kopitar demeure l'un des meilleurs centres défensif du circuit, a déjà plusieurs Selke à son actif et malgré tout, il a toujours offert une production offensive assez relevée à son équipe, même à l'âge avancé où on le voit présentement avec une offensive des Kings d'LA qui est coup-ci coup-ça, parvient à maintenir son bout. Donc j'y vais avec Anze Kopitar du côté de l'attaque. Bon choix. Moi, j'y serais allé avec Patrick Kane, un de mes joueurs favoris de tous les temps. Mm-hmm. Mais je peux plus. Donc, je vais y aller avec un joueur plus complet en Claude Giroux. OK. Claude Giroux, il est à 1000... Je vais vérifier. Exactement 1132 points dans sa carrière. En ce moment, il est sur le premier avantage numérique et sur le premier désavantage numérique avec les Sénateurs. Donc, à son âge, 37 ans, c'est quand même remarquable de réussir à jouer avec et contre les meilleurs joueurs de la Ligue nationale. C'est un joueur très complet qui va venir compléter
mes attaquants, oui, c'est mon 6e attaquant. Ouais. Donc, Claude Giroux, un Québécois de chez nous qui va... Ouais, franco-ontarien, là. Ouais, c'est vrai. Ton deuxième choix? Oui, comme deuxième choix, cette fois-ci, je vais aller avec un défenseur en Chris Letang. OK. Christopher Letang. Yes. Lui, cette fois-ci, c'est un Québécois de chez nous. Oui. Lui, 38 matchs, il a plus de 1000 matchs dans sa carrière. Il a vraiment beaucoup d'accomplissements sous sa ceinture. Il a 3 Coupes Stanley, plus de 600 passes décisives dans sa carrière. 600 passes plutôt dans sa carrière. C'est un joueur complet qui va venir former un bon trio avec Carlson et Evgeny Malkin. 3 joueurs des Pingouins. Donc, tout de même une bonne sélection. Toi, est-ce que ça vient compléter... en fait, il serait juste un gardien, si je ne m'abuse. Et un défenseur. Un gardien et un défenseur, ok, ouais. Ok, oui, je vois où on en est. Parfait. Donc, personnellement, je vais venir compléter ma brigade offensive. Il y a 2 joueurs qui me manquaient. Je vais débuter avec Nazem Kadri, qui, présentement, avec les Flames, continue d'être très productif à 35 ans. Probablement le meilleur attaquant de la formation, malgré que celle-ci soit dans les tréfonds du classement de la Ligue nationale de hockey. C'est un joueur qui apporte de la robustesse, de la hargne le long de la rampe, mais qui possède une quantité phénoménale de talent. Je vous invite à rechercher Nazem Kadri Highlights sur YouTube. Vous trouverez des buts qui sont assez spectaculaires, merci. Donc, je vais ajouter un profil hargneux qui n'a pas peur d'amener du papier sablé, mais qui a aussi une grande quantité de talent. Et l'attaquant que je vais lui greffer a un profil tout de même assez semblable. Le capitaine des Stars de Dallas, Jamie Benn, qui a plus de 1100 matchs, approche les 1200 même de son côté, a tout récemment passé la barre des 400 buts du côté des Stars. C'est un profil avec beaucoup de robustesse, mais qui a aussi une grande quantité de talent. A d'ailleurs remporté le championnat des compteurs au fil de sa carrière en 2015. Donc, Jamie Benn, du talent, de la robustesse, de la hargne et du leadership pour venir compléter mes 6 attaquants. Excellent choix. Maintenant, je vais aller avec mon dernier défenseur, avec Brent Burns, le défenseur de l'Avalanche, qui est avec, selon moi, c'est la meilleure équipe de la Ligue en ce moment. Il est quand même sur la 2e ligne, 2e duo défensif encore une fois, de la meilleure équipe de la Ligue nationale. Puis il va venir compléter mon trio défensif avec beaucoup de robustesse, 6 pieds 5, 228 livres, pardon. Ouais, t'es en train de le mettre en sumo. Là. Non, c'est ça. Il joue dans la LNH, pas dans la NFL. 6 pieds 5, 228 livres. Il va vraiment venir apporter de la robustesse du côté de Erik Karlsson, qui est très offensif et d'un petit Chris Letang. Ouais, j'ai bien aimé la joke NFL. Donc là, ton gardien. Mon gardien, je vais aller avec Sergei Bobrovsky. Ouais, je pense que c'était la sélection. Ouais, 37 ans. Lui, dans sa carrière, au total, il a 914 de pourcentage d'arrêt. Ce qui est tout simplement phénoménal avec toutes les années qu'il a passées dans la Ligue nationale, réussir à garder un ratio comme lui qu'il a en ce moment. Il a plus de 400 victoires et plus de 50 blanchissages. Il faut aussi noter qu'il n'a pas été repêché. Ouais, c'est vrai. Que c'est quand même phénoménal de réussir à avoir une carrière comme il l'a eu sans être repêché. Réussir à avoir 2 Coupes Stanley et 2 trophées Vezina. Donc, tout un joueur. J'allais dans mon pool aussi. Donc, voilà. Eh bien, personnellement, pour fermer le repêchage, je dois aussi me saisir d'un gardien. Je vais y aller avec Darcy Kemper, qui, à 35 ans, continue d'offrir un rendement plus que solide aux Kings d'LA. L'an dernier, a même été finaliste au trophée Vezina avec Andrei Vasilevskiy et Connor Hellebuyck. On se rappelle que Darcy Kemper a également une Coupe Stanley à son actif en 2022 avec l'Avalanche du Colorado. A été un partant maintenant pour une dizaine d'années dans la Ligue nationale de hockey. Et malgré qu'il n'y ait pas les accolades de Sergei Bobrovsky à son titre, c'est tout de même révélé être un partant assez relevé au fil de sa carrière, et les options qui étaient derrière lui étaient soit des gardiens qui se blessent très régulièrement et qui n'ont peut-être pas les mêmes honneurs que Darcy Kemper. Donc, c'est ce qui vient conclure notre repêchage. Léo, présente-nous ton équipe. Oui, mon équipe, je suis allé avec Alex Ovechkin, Evgeny Malkin, John Tavares, Jonathan Toews, Steven Stamkos et Claude Giroux pour ma brigade offensive. Oui. En défense, Erik Karlsson, Christopher Letang, ainsi que Brent Burns, accompagné dans les buts de Sergei Bobrovsky.
Tout de même un mélange assez intéressant. Tu as des joueurs qui demeurent très productifs aujourd'hui, mais qui ont également été des forces au cours de leur carrière. Donc, une belle balance de ce côté-là. Personnellement, j'y suis allé avec Sidney Crosby des Penguins de Pittsburgh, Brad Marchand des Panthers de la Floride, j'ai failli dire les Bruins de Boston, tellement qu'on y est habitué, Patrick Kane des Red Wings de Détroit, Anze Kopitar de l'Avalanche des Kings de Los Angeles. Aujourd'hui, je semble avoir des difficultés avec mon esprit. Nazem Kadri des Flames de Calgary et Jamie Benn des Stars de Dallas. Défensivement, Roman Josi des Predators de Nashville, John Carlson des Capitals de Washington. Et par la suite, j'y suis allé avec Drew Doughty des Kings de Los Angeles et j'ai complété la marche avec Darcy Kemper, aussi des Kings de Los Angeles. Donc, laissez-nous savoir. On va poster sur YouTube et sur Instagram un vote où vous pourrez choisir l'équipe qui vous plaît le plus. Personnellement, je crois vraiment avoir l'avantage cette semaine après une défaite crève-cœur, je dois le dire, lors du dernier repêchage. Donc, c'est justement ce qui vient conclure le repêchage, mais aussi ce deuxième épisode du podcast Le Long des Bandes. Merci d'avoir été avec nous en ce samedi. Week-end de sport très actif et on a hâte de vous revoir dans le prochain épisode. Donc, au nom de Damien Larivière et de Léo Anctil, merci d'avoir été des nôtres et on se dit à la prochaine.